Caroline, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là pour témoigner de votre burn-out, puisque vous en avez été victime. Alors, vous avez travaillé durant 20 ans dans le secteur de la bijouterie de luxe. Vous aviez un poste très important, directrice de clientèle, et vous aimiez votre travail. Oui. Profondément. Profondément. L'engagement, l'investissement. Tout me plaisait en fait dans ce travail, sauf les conditions. J'imagine que vous ne comptiez pas vos heures. Ah oui, non, on ne les compte pas. Là, les 35 heures, c'est tous les 2 jours. En dehors du travail, je dirais point de salut. Puisqu'il faut de toute façon faire plus. Donc on est obligé d'y passer plus de temps. Il y a évidemment, on est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez avoir un coup de fil à minuit ou un mail encore à 5 heures du matin. Et il faut répondre. Il faut toujours répondre. Les vacances, c'est pareil. Finalement, les vacances, vous êtes toujours disponible. Donc en fait, il n'y a plus tellement il y a plus de séparation entre la vie familiale, la vie sociale et la vie professionnelle. Tout va être un petit peu mélangé et prendre de plus en plus de poids. Et donc ça s'est bien passé pendant assez longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Qu'est-ce qui a bougé? Alors tout d'un coup, ça a été, je crois, là, de plus en plus de surcharge de travail, effectivement des responsabilités de plus en plus importantes, et l'envie de progresser, l'envie de réussir, l'envie de montrer qu'on est capable. Effectivement, j'ai pas mal de ressources, pas mal d'énergie. Et avec des objectifs de plus en plus élevés, on arrive à les atteindre, donc on va en avoir d'autres. Et on a une espèce d'énergie extraordinaire et on progresse, on se pose plus aucune question en fait. On avance avec, je pense, un bon stress, mais qui est de plus en plus. Donc on devient un peu une superwoman, on réussit tout va bien, jusqu'au jour où, alors quasiment, mais sans prévenir, en fait, en pleine nuit, en fait, il y a eu une rupture totale et là, on peut plus se relever. Mais alors, avant ça, il y avait une reconnaissance au travail de ce que vous faisiez ou pas? Alors, il y avait une reconnaissance, on va dire, à l'extérieur par les clients, peut-être moins à l'intérieur de la société. C'est-à-dire, vous étiez plus, on vous conviait pas partout, vous n'étiez plus, on n'était plus à l'écoute de ce que vous faisiez. Oui, on n'est plus tellement à l'écoute. Si on réussit, c'est normal, en fait, parce que c'est facile, ou alors c'est parce que c'est pour montrer que les autres sont moins bons. Alors qu'en fait, on est là pour faire son travail et on est entre... Il y a le côté affectif. Alors, parfois, c'est super, c'est extraordinaire ce que tu fais, ça permet d'avancer, de faire du chiffre, donner du travail aux ouvriers. Et puis, de l'autre côté, le lendemain, ça va être l'inverse. On vous parle plus, on vous met plus bas que terre. Alors, pourtant, ça fait des années que vous étiez là. Donc il y a quand même une histoire commune. Oui, alors ça a commencé en fait un peu dès le départ. Et on se dit, bon, c'est pas grave, c'est peut-être moi qui comprends pas très bien le fonctionnement, donc je vais essayer de m'adapter. Et puis on essaie de s'adapter. Puis finalement, on arrive assez bien à encaisser parce qu'on se dit, bon, c'est un autre type de fonctionnement. Mais jusqu'au moment où, je dirais presque, on devient fou, on comprend plus. En fait, on ne sait plus comment agir parce que ce sont des façons de parler ou des façons d'agir qui sont en dehors de vos schémas de pensée connus, on va dire. Et alors, est-ce que vous avez eu avant, on va parler de cette nuit, vous êtes vraiment effondré, mais avant ça, est-ce qu'il y avait des symptômes, déjà des choses qui auraient pu vous alerter? Oui. Alors, il y a des douleurs, il y a la perte d'appétit totale, il y a des pertes d'intérêt, il y a des émotions vraiment amplifiées. Et devant ces signes, vous n'êtes pas posé des questions? On n'a pas envie de les voir, en fait, je crois. On se dit, on va surmonter, c'est pas grave, on n'écoute pas son corps. Voilà, aujourd'hui, je sais qu'il faut beaucoup plus écouter son corps parce qu'il y a des signes d'alerte et peut-être qu'il a fallu un signe très violent pour qu'enfin je comprenne qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales ou pas en accord, en tout cas. Et justement, avant cette fameuse nuit où le corps a dit stop, il y a eu des jours, des matins où vous avez dit, j'ai pas envie d'y aller? Il y a eu des matins où j'ai pas envie d'y aller, beaucoup. Il y a eu, d'autant que je partais très tôt, je partais à 7h moins le quart le matin, et même des jours où j'ai carrément loupé l'embranchement pour y aller. Donc ça veut dire que vraiment, je voulais pas y aller. Et vraiment, vous n'avez pas écouté? Voilà, vraiment pas écouté. Oui, l'estomac qui se serre juste à la vue du panneau, oui. Et ça même encore quelques années après. Il a fallu du temps pour que le nom de la ville ne me serre plus l'estomac, oui. Et alors donc, le jour où vous êtes effondré, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis tombée, mais je suis vraiment tombée physiquement avec des maux de tête épouvantables, comme si j'avais une perceuse en fait qui me vrillait la tête, mais à tel point que je pouvais plus me lever. Donc ça a été l'ambulance qui est arrivée, l'hospitalisation. Et là, vous n'êtes quand même pas dit demain je vais travailler? Alors si. Curieusement, en fait, j'arrêtais pas je hurlais, je peux pas être arrêtée, sortez-moi, il faut que j'aille travailler. Donc c'était vraiment l'obsession d'arriver à surmonter ça. Et très vite, on a compris ce que vous aviez. Oui. Ça a été assez clair. Ça a été assez clair. Oui. Vous avez un mari, 4 enfants. Oui. On ne connaît pas forcément le burn-out. Comment ils ont réagi? Alors, mon mari n'a rien compris.
Il dit, ma femme, elle est forte, je suis jamais malade, j'ai jamais eu d'arrêt, j'ai jamais rien. Donc, il a rien compris. Voilà. Les enfants n'ont rien compris non plus, en fait. Pas grand monde a compris. Moi-même, je savais pas ce qui m'arrivait. Je peux pas te dire beaucoup plus, en fait. Hein. On est de superwoman, on devient une espèce de loque au fond du lit qui peut plus bouger, plus se lever, qui a mal à la tête. Et au bout de vous êtes 15 jours d'hôpital, c'est ça? Voilà, 15 jours. Vous êtes rentrée après, et là, vous étiez même pas capable de sortir de votre lit. Je ne pouvais pas sortir de mon lit, donc je suis partie dans le sud, chez mes parents. Voilà, juste pour être, je dirais, sur mes terres et entourée loin, peut-être loin aussi. L'éloignement était important. Et là, voilà, ça a été encore très très long, toujours allongé, à faire des cauchemars, à vouloir voir personne, à avoir des maux de tête épouvantables. On verra ce qui vous a reconstruit. Marie Peuzet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, psychanalyste, vous dirigez le réseau Souffrance et Travail. Vous avez créé le premier centre de consultation, c'était en 97. Aujourd'hui, il y en a 130 sur l'ensemble de la France. Alors, ce burn-out, ce syndrome que l'on appelle d'épuisement professionnel, il est un peu mis aujourd'hui à toutes les sauces. Comment déjà on différencie une dépression d'un burn-out? Parce qu'on peut tout mélanger. Bon, d'abord, vous avez bien compris, après le magnifique documentaire qu'on vient de voir, que ça peut se présenter de manière diverse, qui sont pas déprimés et que le mot dépression ne convient pas. En tout cas, pour nous, le diagnostic différentiel, c'est que souvent, dans notre protocole, au bout de quelques temps, les gens sont reposés, retrouvent la possibilité d'activités associatives, sportives. Pas du travail, Non, on s'était dit au début, chic, ils vont bien, on les renvoie au travail. Et là, quelquefois, sur une seule tâche, ils replongent et plus gravement. Donc la différence avec la dépression, c'est que la dépression vous fait couler dans tous les secteurs de votre vie, alors que le burn-out, au bout de quelques semaines de repos, vous permet de reprendre, j'ai envie de dire, la vie normale. Et donc, on voit bien que ce mot valise, qui est certes pratique pour tout le monde, ne règle pas la question de rentrer dans ce qu'on va plutôt appeler, je suis assez d'accord avec Daniel Linhart, des effondrements. Les gens font des décompensations somatiques très graves. Vous disiez, heureusement que mon corps n'a pas suivi et mon cerveau aussi. Mais le cerveau est d'abord un organe qui fait partie du corps et on n'est même pas dans l'intrapsychique. Quand il décide d'arrêter, il arrête. C'est ça. En plus, ce que vous décrivez, c'est vraiment le corps qui s'effondre, de manière tout à fait littérale. C'est une décompensation somatique majeure. Et moi, je trouve, en tout cas dans ce qu'on voit dans le réseau, que ce sont des épuisements professionnels extrêmement neurophysiologiques. Et d'ailleurs, nous faisons passer des bilans neuropsychologiques systématiquement pour évaluer l'atteinte de la concentration, de la logique et des mémoires. J'ai appris des choses en regardant effectivement ce documentaire. En 2015, l'Institut de veille sanitaire estimait que 480 000 salariés étaient en souffrance psychique au travail, 30 000 en situation de burn-out. On en est où aujourd'hui ? Moi, je trouve que les chiffres de la CNAM-TS qui viennent de sortir sont plus intéressants. 10 000 accidents du travail liés à des lésions psychiques, ce qui veut dire que sur le terrain, les médecins ont suivi nos conseils de déclarer en accident du travail les pétages de plomb qui peuvent intervenir au décours d'un burn-out plutôt qu'en maladie professionnelle. Alors pour continuer à parler de ce sujet, je vous propose de réagir tout d'abord à un extrait du documentaire. Regardez. Dans mon éducation, il y a un côté un petit peu pervers en ce qui concerne le travail, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne travaille pas, c'est un feignant. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été en arrêt de travail, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été au chômage. Et j'ai été éduqué comme ça, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas de travailler. On ne s'arrête pas. Voilà. Et que ce soit le paysan du Léon ou l'éleveur de vaches dans le Limousin ou le berger en estive, ça se fait pas de s'arrêter. C'était pour les faibles, ça n'arrivait qu'aux autres, ça pouvait pas m'arriver à moi. Moi, je tenais. Quelle que soit la circonstance, je tenais. C'était pour ça qu'on m'employait. J'étais une machine de guerre, comme on disait, donc j'étais quelqu'un qui n'avait aucune faiblesse. Emmanuelle Anison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chef du service Société de l'Obs, et avec Jacqueline Rémy, vous avez écrit « Mon travail me tue, burn-out, pourquoi nous craquons tous ». Donc vous êtes parti à la rencontre de ceux qui ont été effectivement massacrés par le travail. Vous avez constaté déjà que ça concernait toutes les professions, ou est-ce qu'il y en a quand même qui sont plus représentées ?
Non, ça concerne vraiment toutes les professions, du paysan en passant par l'assureur, le médecin, les journalistes, absolument tous les secteurs de la société. Parce que finalement, je pense qu'on assiste à un dérèglement général du travail, du sens du travail. Ce n'est pas toujours parce qu'ils travaillent trop, c'est aussi parce que souvent leur travail n'a plus de sens, parce que le médecin ne comprend pas pourquoi il faut qu'il aligne les patients tous les quarts d'heure, parce que le banquier, on lui demande de vendre des produits qui n'ont pas de sens pour ses clients, mais simplement pour la marge de la banque, et à un moment, il se retrouve face à quelque chose qui n'a plus de sens. Et donc, finalement, dans toutes les professions, on retrouve ces problèmes aujourd'hui. Et le burn-out... Et à tous les niveaux, parce qu'à une époque, on disait que c'était effectivement un problème de management, et en fait, on se rend compte maintenant que même ceux qui imposent le management peuvent aussi être touchés. Donc, voilà, c'est vraiment absolument à tous les niveaux. très Là, large. on a fait un reportage dans une clinique sur le burn-out des soignants, et on s'est rendu compte que finalement, dans cette clinique, il y avait à la fois le directeur de l'hôpital jusqu'à l'aide-soignante. Et donc, toutes les catégories sociales sont représentées. Donc effectivement, ça touche tous les niveaux et tous les secteurs professionnels. Et ça touche, ce que disent d'ailleurs les personnes documentaires, ça touche essentiellement les personnes qui sont des bons travailleurs, des gens qui jusqu'ici n'avaient jamais eu de problème, qui sont des petits soldats du travail, qui ont toujours été consciencieux. Et tout à coup, cette conscience du travail ne fonctionne plus. Et donc, cette perte de sens devient absolument épouvantable pour des gens pour qui le travail a un sens et une importance forte dans la vie. Les victimes du burn-out, Marie Peuzet, ont des points communs, même si leur parcours ou leur histoire sont différentes. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a une prédisposition au burn-out, des facteurs de risque au burn-out ? Non. Sauf à penser que la conscience professionnelle est devenue une pathologie. Non, je crois qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail, on ferait mieux de parler de qualité du travail et que c'est ça qui répare les gens. Vous disiez à juste titre, ça touche tout le monde. Le travail est central pour construire son identité, pour dire aux autres qui on est, pour être utile au monde en se levant tous les matins et en allant quelque part à la rencontre des autres. Et donc, faire du sale boulot dans de mauvaises conditions, c'est rentrer le soir, se regarder dans la glace et s'abîmer lentement, s'éroder lentement en termes identitaires. Alors, Dr Baumann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, spécialiste des pathologies liées au travail. Vous avez d'ailleurs été membre du groupe de travail sur le burn-out dans le cadre de la Haute Autorité de Santé. Pour vous, quels sont les symptômes qui vous permettent de diagnostiquer un burn-out chez vos patients ? C'est quoi ? Le stade de départ, c'est effectivement une sorte de mal-être ressenti de façon plus ou moins brutale. C'est le burn-out complet, je dirais, lorsqu'il vraiment il touche la personne. Là, il est dans ce qu'on nous a décrit, c'est-à-dire une impossibilité de se mouvoir. Alors que sans ça, ça commence par des signes qu'on disait fonctionnels en médecine. C'est-à-dire des gens qui ont mal au ventre, qui sont fatigués, qui sont stressés, qui pleurent. Beaucoup, souvent. Et puis, des signes, on ne parle pas beaucoup, là, depuis tout à l'heure, de l'environnement familial. Et la famille et les amis et les proches du travail sont là aussi pour témoigner qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et c'est souvent... Et sans comprendre. Sans comprendre. Moi, c'est ce que je vois en tant que médecin, enfin en consultation. C'est ma seule qualité, si je puis dire, dans ce domaine, c'est de recevoir les gens pour ça. Et je vois des gens qui sont parfois même amenés par leurs collègues ou par leur famille. Les gens en ont parfois même assez d'entendre parler tout le temps de ce travail obsessionnel et de ce rapport avec un chef plus ou moins pervers narcissique, plus ou moins... Bon, voilà. Et c'est ça le discours que moi j'entends. Alors... Et je trouve que c'est un discours d'ailleurs assez habituel, assez linéaire. C'est même curieux, les mots employés sont les mêmes. Mais on imagine bien qu'idéalement, il faut pouvoir arriver avant l'effondrement total. Donc effectivement, il faut... parce qu'une fatigue, des maux de ventre, etc., c'est quand même pas très significatif, donc c'est compliqué. Bien sûr. Alors ça, c'est un médecin, puisque c'est quand même à eux qu'on s'adresse en général au départ, doit avoir le feeling, doit avoir compris. Bon, il y a 10-15 ans, il comprenait pas beaucoup, puisque ça n'existait pas. On a travaillé, que ce soit ici autour de cette table, on est nombreux à avoir réfléchi à ça, à le faire connaître. Parce que on était ignoré, cette maladie était ignorée quand même largement des médecins du travail, ce qui est quand même très grave parce que c'était eux les premiers, et puis des psychologues, des médecins tout simplement d'ailleurs, et des psychiatres aussi, qui pensaient qu'ils perdaient leur temps autour de cette symptomatologie. Et maintenant, ça a un peu changé. Ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu des suicides aussi. Bien sûr. Et là, ça prenait une proportion. Donc, pour finir de répondre à votre question sur le burn-out, comment ça se présente ? Mais ça se présente comme ma voisine
ici le disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce et c'est ça qui m'a frappé moi, c'est cette impossibilité à se mouvoir, un peu comme un enlisement, moi, dans les sables, je dirais dans des sables mouvants. C'est-à-dire plus on remue, plus on s'enfonce, et on a tendance à plus vouloir bouger. On entend Marie Peset, entend Caroline dire qu'effectivement il y a eu des signes. Il y a eu des signes avant, y compris de ne pas pouvoir prendre un branchement, d'avoir mal au ventre à l'idée de le prendre, etc. Beaucoup de gens qui vivent ça le racontent. Pourquoi on n'arrive pas à se dire, effectivement, il y a un problème qui est lié éventuellement à mon travail? C'est quoi? C'est déjà la peur de perdre son travail, la peur Bien sûr, le burn-out d'ailleurs, comme le burn-out d'origine dans les années 70 aux États-Unis, intervient dans une période de crise économique majeure, et donc perdre son travail est l'angoisse suprême. Et donc moi j'ai envie de dire tout de suite, 80% des patients que nous traitons dans le réseau retrouvent du travail à un poste supérieur. Ceux qui le perdent, ils sont en invalidité de type 2 parce qu'ils sont trop atteints. Donc c'est faux qu'on ne retrouve pas de travail. Mais la hantise est tellement forte dans ce pays qu'elle fait supporter des situations iniques, absolument intolérable, et qu'elle d'ailleurs aussi entraîne une radicalisation du management du côté de la demande de travail. Mais pour revenir sur les symptômes, au-delà de nos définitions de spécialistes, moi je dis toujours qu'il y a 3 symptômes auxquels il faut être attentif en tant que travailleur, salarié ou en libéral. C'est d'abord la fatigue qui n'est plus résorbée par le repos. C'est vraiment on se lève fatigué. Voilà, on se lève fatigué. Le lundi matin, on est aussi claqué après avoir dormi tout le week-end. Le désengagement, la perte du plaisir vis-à-vis du travail, ou même la peur au ventre pour y aller, et le recours aux produits. Ça va des compléments alimentaires sur le comptoir de la pharmacie, aux anxiolytiques, aux antidépresseurs légaux, et puis à tous les produits qui circulent dans les différentes tribus professionnelles. Quand on en est là, on va entamer la dernière partie de l'entonnoir, où on travaille de manière compulsive, où on pense plus, on n'est plus que dans du tenir. Les femmes d'ailleurs viennent souvent nous voir quand elles ont frappé leur enfant le matin pour la première fois. Parce qu'elles étaient épuisées. Parce qu'elles étaient épuisées, voilà. Et donc vraiment cette fatigue qui entame les réserves de l'organisme. On a donné le prix Nobel cette année aux chercheurs qui ont travaillé sur les rythmes circadiens, c'est-à-dire qui ont rappelé la très grande vulnérabilité du corps humain, cette nécessité d'avoir des rythmes au quotidien. Il faut rappeler ça. Voilà, le discours de l'entreprise, il veut un corps employable, inoxydable, sans répit, sans repos. Le corps humain, c'est pas ça. C'est un corps qui a des rythmes, des hauts, des bas de sécrétion, des besoins de dormir, des besoins de rien faire, parce que c'est aussi le moment où même si on fait rien en apparence, on a des opérations centrales intellectuelles qui s'opèrent de façon réflexe. Il y a une méconnaissance du corps, et vous avez raison, c'est une leçon merveilleuse que donne le corps. Puisque tu ne t'arrêtes pas, je vais t'arrêter en plein vol. Voilà. Parmi tous ceux que vous avez rencontrés, c'est toujours la même histoire qu'ils vous ont racontée. C'est effectivement ces signes éventuellement annonciateurs jusqu'à l'effondrement total. Oui, alors ce qui est marquant, c'est que il y a la peur peut-être de perdre du travail, mais il y a surtout, ce qui nous a marqué, c'est le déni, en fait. C'est parce que ce sont des personnes à qui n'est jamais rien arrivé avant, qui sont des gens forts, qui ont toujours été bosseurs, qui ont été forts, et qui ne... Pas moi, ça ne peut pas m'arriver à moi, peut-être aux autres, mais moi non, donc je ne veux pas le voir. Et même quand les proches disent « attention, tu vas pas bien », non, c'est rien. Même quand les médecins disent « c'est un burn-out », généralement, ils refusent l'arrêt maladie, ils refusent, ou alors ils le prennent une semaine, ils retournent au travail. Et moi, ce qui nous a marqué, c'était qu'effectivement, du coup, on perd beaucoup de temps, parce que tout ce processus qui est très long à se mettre en place, en intervenant plus vite, j'imagine qu'on pourrait éviter que ce soit aussi grave. Et en fait, on s'arrête quand c'est trop tard. C'est-à-dire que le médecin s'arrête à un moment où il doit soigner une verrue, il ne peut plus le faire, mais c'est-à-dire qu'il arrête son geste, il est obligé de demander de l'aide à son voisin. La journaliste qu'on a rencontrée, elle est, après une conférence de rédaction, elle a son café, elle abandonne tout, elle part dans la rue, elle laisse son sac, sa carte de presse, son café pas encore bu, et elle part soudainement. Et quand on en est à ce niveau-là, c'est là que c'est trop tard, en fait. Et ce déni collectif est assez fort et assez marquant. Alors, juste un mot, parce que Dr Baumann, là, on parle du burn-out, mais il y a d'autres souffrances au travail depuis qui ont été identifiées. Il y a le bore-out et le brown-out. Est-ce qu'on peut dire de quoi il s'agit ? Ce sont des déclinaisons un petit peu du burn-out. C'est que il y a beaucoup d'intitulés burn-out qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'ils ont des symptômes, mais souvent c'est malheureusement une perte, par exemple, du sens
complet de ce qu'ils font. C'est pas un épuisement par trop de travail. C'est autre chose. Mais le burn-out classique qu'on a décrit il y a longtemps déjà maintenant, entraînait aussi cette perte de sens. Cette perte de sens. Mais maintenant, il y a des gens qui arrivent avec simplement la perte de sens. Et ça complique un tout petit peu les choses. Quant au burn-out, c'est l'ennui, c'est-à-dire l'ennui qui tue, hein, mourir d'ennui, ça existe, mais et la symptomatologie à l'arrivée est pas très différente. Tout ça est un petit peu pareil, mais malgré tout, je trouve important de noter cette différenciation entre les noms qui sont, j'allais dire malheureusement, des noms américains, parce que nous n'avons pas, nous, de mots simples pour décrire cet état de choses. Et je pense que c'est important de dissocier. Oui, mais quand on prend par exemple l'exemple d'un médecin qui finit par faire un burn-out, parce qu'effectivement, voir des patients tous les quarts d'heure, alors qu'il a besoin de leur parler pendant 3 quarts d'heure pour faire un vrai diagnostic, pour les accompagner, c'est aussi une perte de sens. Il arrive à la perte de sens. Ben, bien sûr, on y arrive. Donc la nuance est un peu... C'est plutôt le début, là. Le début, c'est on est tout d'un coup devant un travail qu'on doit faire et on comprend plus pourquoi. Je sais pas, je peux penser à des professeurs des écoles qui s'occupent d'enfants et qui l'ont fait surtout par vocation, un peu comme le burn-out finalement, des gens qui sont très convaincus de l'intérêt et de l'utilité de ce qu'ils font, et puis qui tout d'un coup s'arrêtent en disant mais à quoi ça rime ce que je suis en train de faire? Alors, ce sont des nuances, mais des nuances d'importance dans le débat actuel, parce que appeler tout burn-out, comme vous le remarquiez tout à l'heure, c'est un petit peu rapide, un peu lapidaire, et je pense qu'il faut essayer de nuancer maintenant qu'on est arrivé quand même à un stade où on peut dissocier les symptômes. Cette perte de sens, vous l'avez ressentie à un moment, à la fin de avant de vous effondrer complètement? Non. Après, oui. Ah, d'accord. Mais avant, non. Non, j'aimais ce que je faisais, j'étais bonne dans ce que je faisais, et les gens étaient contents du travail, donc non. Après, oui. Emmanuelle Anison, le dernier rapport de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de 2016 indique qu'en matière de prévention, d'évaluation et de traitement des risques psychosociaux, les entreprises françaises sont globalement en dessous de la moyenne des 36 pays étudiés. Et même pour certains critères, on est quand même très très loin. Comment on peut l'expliquer alors que on a l'impression, en tout cas que dans notre pays, on médiatise cette souffrance au travail, qu'on en parle beaucoup, qu'on parle des suicides, qu'on parle du burn-out. C'est assez étonnant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. En fait, l'impression que ça donne, c'est qu'on se donne bonne conscience en mettant quelques process en place, mais sans aller au fond des choses. Et dans une des personnes qu'on a interrogées, justement, travaillait dans une très grosse entreprise, un gros média, elle avait tous ces process de risques au travail psychosociaux, elle remplissait consciencieusement ses fiches. Et dans ces fiches, il était noté, non pas dépression, etc., mais stress plus. Et elle nous a dit, finalement, j'ai l'impression que jamais personne n'a lu ces fiches. Je disais, ça ne va pas, je disais, je suis en danger, et finalement, rien n'a jamais été fait à la suite de toutes ces fiches consciencieusement remplies. Et je pense que c'est un petit peu le problème qu'on a, c'est qu'on se donne bonne conscience, on fait quelque chose d'un peu cosmétique, mais sur le fond, on n'agit pas. C'est embêtant de ne pas rappeler à quel point nos chefs d'entreprise et d'établissement ont l'obligation, en termes de résultats, de préserver la santé physique et mentale. Et on est dans un triste pays où on fait du très bon tertiaire parce qu'on a des médecins généralistes formidables, on a beaucoup de consultations, on sait soigner les gens. Mais on ne fait pas prévention primaire. Vous voyez, en Suède, la plupart des chefs d'entreprise maîtrisent la Karolinska, l'échelle du burn-out à la suédoise. Et donc, ils font passer régulièrement à leurs salariés cette échelle. Et quand le résultat dégringole, on les envoie dans des centres de réhabilitation sans se prendre la tête sur l'imputabilité, la lutte des classes, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Voilà, la conflictualité qui règne dans ce pays empoisonne la prévention primaire. Et puis là, on vient de reculer la prise en charge par le médecin du travail à une fois tous les 5 ans, ce qui laisse aux salariés le temps de faire plusieurs burn-out avant de voir leur médecin du travail. Je voudrais rappeler au passage, pour ceux qui écoutent, qu'ils ont le droit d'aller voir le médecin du travail à la demande, sans que l'employeur le sache. Donc, allez consulter les gens qui s'occupent du travail, c'est important. On va y venir tout de suite, on va juste regarder à nouveau un extrait du documentaire. J'ai oublié son numéro. Voilà, et voilà. Voilà,
c'est une des parties de la maladie. Ce numéro, je le connais par cœur. Donc là, j'ai eu un moment de... pas d'angoisse, mais oui, ça passe. Ça part du ventre, la boule à la gorge... et puis le psoriasis qui revient, la transpiration, des grosses transpirations. C'est une forme de panique, en fait. Je me pose un peu. C'est impressionnant, hein, vraiment, le témoignage de cet homme. Moi, j'ai découvert ces problèmes de concentration qui perdurent. Ça veut dire qu'il peut y avoir des séquelles qui vont perdurer ? Non seulement il y a des séquelles qui perdurent, mais moi je suis très inquiète de voir actuellement les bilans neuropsychologiques qu'on fait passer systématiquement à nos patients, dans les derniers, notamment sur des cadres dirigeants. C'est un fonctionnement intellectuel qui nous revient avec un diagnostic de tellement sérieusement entamé qu'il n'y aura pas de retour au travail possible. La logique, la concentration, les mémoires sont... entre guillemets, définitivement atteinte. Et donc, c'est très embêtant. Nous abîmons le génie français en ce moment avec nos rythmes de travail. C'est impressionnant parce que le documentaire montre très bien comment, pour que l'individu ne retourne pas travailler comme avant, l'organisme envoie des signaux d'une puissance absolument hallucinante pour immobiliser le patient, et que surtout il ne se remette pas dans la même situation. Il faut aussi comprendre que quelqu'un dans cet état-là, au bord d'un quai de métro, passe à l'acte, hein, tellement l'angoisse est insupportable. Est-ce que ça veut dire que de toute façon, face à un patient qui présente un burn-out, on est obligé de l'extraire de son milieu de travail ? Oui. C'est la première démarche du médecin. C'est vraiment l'arrêt de travail, n'en déplaise certaines dimensions de notre métier. C'est-à-dire, bon, on est obligé d'arrêter, ça fait peur aux gens, ils n'aiment pas ça. Il faut pas du tout croire qu'on a affaire à des gens feignants. Oui, on a affaire à des gens qui n'ont pas envie de s'arrêter, bon, par définition, et donc il faut les y pousser, leur expliquer à quoi ça sert. Et au bout de quelques jours, quand ils sentent qu'ils vont un peu mieux quand même, parce qu'on va un peu mieux quand on quitte le travail, alors après on a parfois du mal quand même à faire reprendre. Mais là on se trouve dans cette espèce de dimension, mais l'arrêt lui-même a été productif. Il faut quand même plusieurs semaines. Hein. C'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas les vacances. Non, hein. Bien sûr. Et le soin se fait avec le médecin du travail, en collaboration avec le médecin du travail ? Alors, dans le réseau, nous avons une particularité, c'est le protocole Phoenix, c'est-à-dire que dès que la personne est arrêtée par son généraliste, médicamentée par un psychiatre, nous entamons la prise en charge psychothérapique du côté de l'analyse de ce qui s'est passé au travail. Plus une très grosse coordination, c'est-à-dire que nous contactons le médecin du travail pour savoir si l'entreprise est de bonne foi et si un retour sera possible. Nous écrivons au médecin conseil également pour expliquer le protocole que nous mettons en place. Cette très forte coordination permet de savoir très vite si le salarié pourra retourner dans cette entreprise-là. Et si ça n'est pas possible, c'est pas la peine de le laisser arrêter 6 mois, 1 an, 2 ans pour rien. Quand il va beaucoup mieux, les gens ne le savent pas, mais on peut faire un bilan de compétences pendant l'arrêt maladie. On peut faire des formations pendant l'arrêt maladie, négocier son départ, rebondir du coup, quand on va bien, sur un nouveau poste en ayant réglé, grâce à tous les acteurs en place, la situation extrêmement anxiogène qui peut être celle de celui qui attend tous les 15 jours l'arrêt maladie qu'on va lui distribuer. Et prolonger, et ce n'est que ça, la prise en charge. Surtout pas ça. Comment ça s'est passé, votre renaissance ? Alors, ça a commencé déjà par, en fait, la découverte, en fait, de médecine complémentaire, c'est-à-dire la méditation, l'hypnose, le qigong, c'est-à-dire revenir vraiment dans son corps. Qui vous ont aidé déjà pour aller mieux. Voilà, qui m'ont vraiment énormément aidé pour aller mieux. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours plein de centres d'intérêt que j'ai évidemment pas le temps de développer vu les horaires de travail et l'investissement que j'avais. Et en particulier le Feng Shui, qui est un art donc chinois qui a entre 3500 et 5000 ans. Et toute cette philosophie bouddhiste extrême orientale qui m'a beaucoup interpellée parce que très différente de la nôtre, mais finalement complémentaire aussi.
Et alors plutôt que de psychoter sur mon état de santé et puis sur les conséquences de cette maladie avec mon ex-employeur, je me suis dit qu'il était important de porter le rayon de ma conscience sur quelque chose qui allait me sortir de là, c'est-à-dire de me faire du bien. Voilà, me faire du bien et surtout me remettre dans l'apprentissage et dans le mouvement, de rencontrer d'autres personnes, un autre milieu. Et là, très rapidement, j'ai rencontré plein de gens formidables, que ce soit des médecins, des chercheurs, voilà, des gens qui étaient intéressés aux philosophes, aux philosophies aussi extrêmement orientales, la comparaison entre les deux et tout ce qu'on pouvait en retirer en fait pour soit aller mieux et aller de l'avant. Et aujourd'hui, vous faites quoi alors? Et aujourd'hui, j'ai une double activité. En fait, d'abord, j'accompagne des gens qui sont, on va dire, en inconfort. Certains ont un burn-out? Certains en burn-out, voilà. On peut dire que, étant passé par là, on peut en tout cas avoir une certaine empathie. On peut accompagner. Donc, je ne soigne pas, hein, ça c'est les médecins, mais les accompagner au travers de la méditation, au travers de l'hypnose, au travers du feng shui aussi, qui est l'étude de l'environnement, en fait, qui participe aussi au bien-être ou au mal-être des individus. Voilà, pour se sentir mieux. Donc ça, c'est la première, vous m'avez dit 2 casquettes. Vous les accompagnez? Ben c'est ça, donc c'est la partie feng shui et puis la partie après méditation ou méditation active qui va passer par les qigong, c'est médecine douce, c'est méthode de respiration et puis toutes les méthodes d'activation de la conscience. Voilà. Les témoins que vous avez rencontrés, ils ont changé d'activité après ou certains ont repris même activité? Alors, la plupart n'avaient pas du tout conscience en fait du séisme qui les attendait. Au départ, il y a donc ils sous-estiment, ils pensent qu'ils vont reprendre leur travail, et puis en fait le séisme est tel qu'ils sont ils se rendent compte qu'il faut changer de vie. Et effectivement, la plupart ont changé de métier. On a un chef d'entreprise qui est devenu jardinier, un autre qui fait de la photo, qui a une cadre qui s'est retrouvée aujourd'hui, qui a ouvert une boutique de déco. Enfin voilà, des métiers qui, d'ailleurs, souvent ont plus facilement un sens immédiat, plus concret, voilà, un vrai changement de vie. Et puis aussi ceux qui ne peuvent pas changer de métier, qui n'ont pas pu changer de métier et qui sont obligés d'y retourner. Et, avec des rechutes? Avec des rechutes, très souvent. En tout cas, si on revient au même poste, dans la même entreprise, dans les mêmes conditions, c'est épouvantable. Même si les autres, du coup, font plus attention à vous, même si... Non, le traumatisme est tel que la plupart n'arrivent même pas à aller dans la rue de leur entreprise. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement... Vous disiez, vous avez mis du temps à effectivement voir le panneau de la ville. Tout à fait, mais maintenant je sais comment tourner mon regard pour plus le voir. C'est vraiment viscéral. L'une d'elles qui était par exemple formatrice et coordinatrice, qui avait beaucoup de responsabilités, aujourd'hui, elle est aide dans une école, elle dit je ne veux plus de responsabilité, juste je ne veux plus... Donc il y a une espèce d'impossibilité en fait de reprendre les fonctions qu'on a utilisées auparavant. Et par ailleurs, que ce n'est pas toujours possible de ne pas revenir. Et on a une des personnes que l'on a interviewées, le gendarme, qui lui est reparti dans son travail et qui s'est suicidé quelques mois après. Oui, bien sûr. Voilà. Et parmi ceux que vous connaissez, qui ont changé d'activité, c'est souvent une activité... d'aide, du coup, tournée vers les autres, comme Caroline, en fait. Non, c'est extrêmement variable parce que comme la thérapie porte beaucoup sur l'analyse des nouvelles organisations du travail, des pratiques de management pathogènes, ils reviennent dans le monde du travail en étant des salariés extrêmement avertis de leurs droits et de leurs devoirs aussi, d'ailleurs. Donc nous en avons qui sont devenus chefs d'entreprise à des niveaux supérieurs à ceux qu'ils occupaient auparavant. D'autres tournent sur des postes de cadre, mais ils choisissent très bien leur nouvelle entreprise parce qu'il y a heureusement encore des endroits où le travail peut avoir du sens, heureusement quand même. Donc non, ça n'est pas forcément très très loin de ce qu'ils faisaient avant, mais ça ne peut qu'avoir du sens, c'est sûr. Alors les médecins qui font des burn-out, ils deviennent quoi après ? Oh bah ils peuvent aller élever des chèvres dans le Larzac, c'est pas interdit. Ils peuvent changer de métier. Vous savez, il y a 15% des médecins qui au bout de 15 ans décrochent leur plaque. C'est des métiers, et ça, ce sont des chiffres même un peu anciens. Hein. Je pense que ça, quand on voit les jeunes générations, moi je donne des cours aux étudiants sur le burn-out à Paris 5, et je vois l'amphithéâtre, et un tiers des étudiants disent avoir eu une souffrance pendant leurs études. Ils disent burn-out. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais malgré tout, oui, parce qu'après ils viennent voir, ils viennent en parler. Bon, voilà. Il y a cette nouvelle génération, moi qui m'inquiète, parce que je pense qu'on les surcharge, on leur fait du mal, sans vraiment s'en rendre compte, parce que, on va vers cette course infinie, là, à la contrainte, à la rapidité, et voilà. Mais je voudrais simplement dire une chose, c'est que tout n'est pas de la responsabilité du travail et de l'entreprise. Il y a aussi une mésentente
de départ entre la personne qui a choisi un travail et le travail qu'on lui propose. Et c'est là-dessus, je crois qu'il faudrait beaucoup plus jouer, c'est-à-dire analyser ça. Analyser, voilà ce que vous allez faire. En êtes-vous capable? Plutôt que d'arriver après en disant... Oui, mais est-ce que quand on entend Caroline, je pense que dans son contrat de travail, il n'était pas dit qu'elle allait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et être corvéable à merci. C'est pas dans les contrats de travail, ça. Non. Non, mais enfin, on choisit pas n'importe quoi. Quand on choisit d'être médecin, c'est souvent par vocation. Il y a beaucoup de métiers de vocation, enseignants, juges, etc., policiers. Mais les conditions changent quand même. Les conditions ont changé dans la société depuis quelques années. Oui. Pour un directeur d'hôpital, je pense que le métier n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Directeur d'hôpital qui font aussi des burn-out maintenant. Oui, c'est pour ça. Très mal. Oui, c'est très impressionnant de voir à quel point le travail de tous ces gens-là est devenu de la grammaire chiffrée, l'utilisation de tableaux de bord, la désincarnation du travail, que le retour au corps est véritablement ce qui vous soigne et ce qui vous répare. Et l'autre jour, nous avions une jeune kinésithérapeute qui était proche du burn-out. Elle était en banlieue, elle avait 6 mois d'attente avec ses patients. Elle ne satisfaisait personne, tout était fait à l'arrache. Et un jour, elle a décidé de ne plus se consacrer qu'à la kinésithérapie des enfants. C'est-à-dire qu'elle a fait le choix de réorienter sa trajectoire professionnelle. Elle n'a du coup pas fait de burn-out. Elle donne des rendez-vous très précis. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'attente. Voilà. Il y a le moment où il faut revenir sur l'analyse de son travail, de ses conditions de travail, du sens de ce travail dans une société donnée en 2018 telle que ça fonctionne. Il y a aussi s'écouter ce qu'elle a fait, connaître ses limites. Voilà, tout à fait. Juste pour finir, votre mari, vos enfants aujourd'hui, ils vous voient comment ? Et ils sont super contents. D'abord parce qu'ils me voient plus, parce que je travaille pour partie à la maison. Ils me voient plus. Ce que je fais aujourd'hui a beaucoup plus de sens. Et c'est vrai que quand je vois partir quelqu'un avec les étoiles dans les yeux, bah, ça me donne beaucoup plus de joie que quand je rapportais un méga contrat pour les 6 mois à venir. Et ça a vraiment du sens. Voilà. C'est vraiment ça. Je pense plus, même si j'ai aimé, et je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. J'y serais allée peut-être plus doucement aujourd'hui avec le recul, parce que c'était beau aussi de transformer des idées, des artistes, de les aider à matérialiser quelque chose. Voilà, et aujourd'hui quand même de pouvoir faire le chemin inverse au travers du corps et puis voilà de l'esprit. Je suis vraiment heureuse et je vous dis mon mari et mes enfants aussi. Et ça se voit en tout cas. Merci Caroline d'être venue témoigner. Alors vous parlez de Feng Shui, votre livre Heureux au boulot avec le Feng Shui, donc optimiser l'espace et améliorer son quotidien, c'est chez Erol. Emmanuel Anison, votre livre donc avec Jacqueline Rémy, Mon travail me tue, Burnout, pourquoi nous craquons tous, c'est chez Flammarion, collection Quête. Marie Peset, une sorte de Bible, on va le dire. Le burn-out pour les nuls, donc c'est chez First, les collections. Toujours une excellente collection, mais on apprend vraiment absolument tout. Et puis donc vous avez déjà écrit plusieurs livres, mais ce dernier, Dr François Baumann, le Burn-out, donc on a évoqué, Quand le travail n'a plus aucun sens, c'est chez Josette Lyon. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat, qu'il est possible évidemment de revoir ainsi que le documentaire La mécanique Burnout. C'est sur le site France TV. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 5. Et tout de suite, C'est dans l'air, présenté par Caroline Roux. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau Monde en face. Bonsoir, très bonne soirée.